Bonjour, merci d'être venu voir comment j'ai fait des trucs un peu fous pour m'améliorer en SQL. Les slides vont être en anglais, mais le talk est en français. Alors, pour ceux qui ont déjà assisté à une de mes conférences, je ne mets pas de mots sur mes slides parce que quand je le fais, les gens lisent mes mots et ne m'écoutent pas. Et je suis une maman, c'est insupportable qu'on ne m'écoute pas quand je parle. Donc, vous allez avoir des slides avec que des images. Bien sûr, je ne partage pas des slides avec que des images parce que ça n'a aucun intérêt. Je partage des slides avec des bullet points, c'est ce que j'appelle les slides annotés. Vous y avez accès ici, je les uploaderai sur le système de la conférence si le système le permet. Ça vous permettra d'avoir accès aux bullet points. C'est aussi si pour une raison quelconque vous avez besoin de vous raccrocher à du texte pendant la conférence, c'est exactement les mêmes slides avec juste un peu plus de texte dessus. Je fais ça aussi parce que pour une raison ou une autre, on peut avoir un trouble de l'attention, on peut avoir des problèmes d'audition, on peut avoir énormément de cas qui font qu'on peut avoir effectivement besoin du texte sur les slides. Je vais commencer par une très courte présentation. Je m'appelle Laetitia Avro, je suis actuellement Practice Leader Postgres and Security chez IDB. IDB est la société qui emploie le plus de contributeurs de PostgreSQL. Je suis moi-même contributrice reconnue du projet PostgreSQL. Et on vend du produit et du service autour de Postgres. Je suis aussi dans la communauté, donc comme j'ai dit, je suis contributrice reconnue. Je suis trésorière de PostgreSQL Europe et je suis fondatrice de Postgres Women. Comme j'avais encore du temps libre, je suis aussi professeure à l'Université Lyon 1 où j'enseigne les bases de données et en particulier PostgreSQL. J'essaye d'écrire régulièrement sur mon blog tout ce qui me passe par la tête et surtout tout ce qui m'a pris un petit peu de temps à trouver pour pouvoir le retrouver plus facilement plus tard. Et je suis aussi responsable de ce petit site web PSQL Tips. Je vais reparler de PSQL dans le talk, mais c'est un outil ligne de commande. Je me suis rendu compte que les gens avaient besoin d'un petit peu d'aide parfois pour prendre en main les outils ligne de commande. C'est pour ça que j'ai créé PSQL Tips. Alors, on va parler de comment j'ai appris le SQL. Alors, je connaissais déjà le SQL, hein, comment j'ai augmenté mon niveau de SQL en résolvant Advent of Code. D'abord, je vais poser les règles que je me suis posées, personnelles, sur comment j'allais résoudre le challenge. Ensuite, je vais rajouter quelques techniques que j'ai perfectionnées pour résoudre plus facilement ces challenges et ensuite ce que j'ai appris. C'est un tour de 45 minutes, questions comprises. Je n'ai pas le temps de vous montrer ne serait-ce qu'une requête SQL pour vous expliquer comment elle fonctionne et comment elle résout le challenge, parce que les challenges sont quand même pas simples. Même les premiers en SQL, parfois, ça peut prendre un petit peu de temps à écrire. Je crois que celui qui m'a pris le plus de temps, c'était en 2022, quand on devait faire une sorte de Tetris. Et donc, j'ai dû mettre 15 jours à le résoudre, celui-ci. Alors, d'abord, Advent of Code, alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un challenge de code tous les ans. Entre le 1er et le 25 décembre, il y a 2 challenges qui sont débloqués tous les jours. Donc d'abord, il faut résoudre le premier pour avoir accès au deuxième. Et ça permet de gagner des petites étoiles pour sauver Noël, une fois qu'on a toutes les petites étoiles. C'est pas parce que ça s'appelle Advent of Code qu'on est obligé de le faire en décembre. On peut très bien le faire tout au long de l'année. On a accès à tout l'historique des Advent of Code. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel moment. Les challenges deviennent durs, très durs, très, 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 très durs. Surtout quand on le fait en SQL. C'est vraiment, n'hésitez pas, si vous êtes bloqué sur un challenge, de passer à celui d'après. Alors, tant qu'on n'a pas résolu un challenge, on ne peut pas passer au jour d'après, mais vous pouvez faire les années d'avant qui vous permettent d'avancer, d'apprendre et du coup de revenir ensuite sur le challenge sur lequel vous êtes bloqué. Il n'y a aucun langage obligatoire. On peut le résoudre de la manière dont on souhaite. Il y avait juste une restriction cette année, c'est qu'il était interdit de le faire avec une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle avait ne rentrait pas dans le concours normal.
Juste, vous pouvez le faire dans n'importe quel langage. Assurez-vous quand même que votre langage est Turing complete, parce que sinon, il y a des choses qui seront impossibles. Du coup, moi, quand j'ai vu que c'était un langage Turing complete, bah, j'ai tout de suite pensé au SQL, qui est Turing complete. La démonstration est extrêmement simple. On peut le faire avec des fonctions récursives ou avec des common table expressions récursives. À partir du moment où il y a de la récursivité, c'est Turing complete. C'est pas parce qu'on peut le faire que ça va être facile. Hein. Je dis pas que c'est le langage le plus adapté pour faire ce genre de choses. D'ailleurs, clairement, le fondateur d'Advent of Code n'avait pas prévu qu'on résolve ces challenges en SQL. Il l'a dit sur Twitter l'année dernière et il l'a redit l'année d'avant. Alors, quelques règles que je me suis imposées. Je ne code qu'en SQL. Pas de PL, PGSQL, pas d'autres langages que du SQL. Par contre, j'ai droit au SQL version Postgres. Je ne me cantonne pas au SQL standard, parce que ça restreindrait mon champ des possibles, sachant qu'il y a des choses du standard SQL qui ne sont pas implémentées dans Postgres, et qu'il y a des choses où Postgres propose des fonctionnalités que le SQL standard n'a pas. J'ai droit de créer des fonctions, des procédures en SQL, à partir du moment où c'est du SQL. Je peux créer autant de tables que je veux. Je ne suis pas obligée de résoudre tout en une seule requête. Je peux m'amuser à créer et à utiliser n'importe quel data type, opérateur. Je peux mettre des index, je peux faire tout ce que je veux. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Je m'impose de ne pas utiliser les extensions. Déjà, parce que ça voudrait dire qu'il faut que je vérifie que chaque extension est réellement écrite en SQL. Parce que sinon, c'est tricher, puisque je le faisais en SQL. Et aussi parce que c'est plus simple de ne pas avoir installé 50 000 extensions. J'utilise la dernière version de Postgres. Et comme je suis développeuse de Postgres sur mon laptop, c'est le head du master de Postgres qui tourne. Donc en 2022, c'était Postgres 16, en 2023, Postgres 17. Et en 2024, ce sera Postgres 18. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que je ne savais rien, mais rien du tout. Que j'avais toujours besoin de la documentation, que j'arrêtais pas de retourner, relire la documentation, et sur toujours les mêmes choses en plus. Mais j'arrivais pas à retenir les syntaxes, etc. Une autre chose que j'ai appris, c'est que j'ai pas un esprit simple. C'est-à-dire que je surcomplique tout problème et je me retrouve avec des résultats qui marchent, mais qui sont surcompliqués par rapport aux problèmes de base. Il faut vraiment, dans Advent of Code, lire chaque mot, et chaque mot a son importance, en fait. C'est vraiment... et parfois, les exemples ne montrent pas les pièges dans lesquels on peut tomber parce qu'on a mal compris la consigne. J'ai aussi appris que le SQL n'était pas fait pour résoudre Advent of Code. Il peut le faire, oui, mais c'est vraiment pas fait pour. J'ai des solutions dont je ne peux pas dire si elles marchent puisque ça tourne pendant des jours sur mon laptop et que ça ne répond pas. Donc je ne peux pas dire si ça marche, j'arrive pas à l'optimiser. Là encore, parce qu'on arrive aux limites de ce que le SQL peut faire. J'ai commencé par structurer mon répertoire dans lequel j'allais travailler. Donc j'ai créé des répertoires, un par langage, parce que je me suis amusée à le faire en V, parce qu'on m'a dit que le V c'était trop bien. Donc j'ai commencé à le faire en V. Donc j'ai un répertoire V, un répertoire SQL. Après, sous le répertoire du langage, j'ai fait un répertoire par année. Et sous le répertoire par année, j'ai fait un répertoire par jour. Donc j'ai fait un truc assez simple. Dans ce répertoire, on va trouver trois fichiers. Trois fichiers d'entrée. Le fichier exemple, où je récupère l'exemple qui est fourni par Advent of Code, ou les exemples quand il y en a plusieurs. Le fichier qui est l'entrée complète, qui m'est personnelle dans Advent of Code. Et puis un fichier qui s'appellera input, dans lequel je vais mettre soit l'exemple, soit l'entrée complète en fonction de si j'en suis à la phase de debug ou si je veux récupérer le résultat. Donc ça donne ce genre de choses. Si on regarde là... Non, mon pointeur ne veut pas marcher, c'est pas grave. Donc on voit, il y a un exemple.csv, full.csv, input.csv, et puis il y a ma solution.sql, c'est ma solution de Advent of Code.
Ah, ça c'est original, j'ai perdu mes slides. Bon, ok. La première chose qu'on doit faire quand on fait Advent of Code, c'est charger les données qui sont fournies par le challenge. J'ai essayé de garder toujours au maximum l'entrée le plus brute possible, pour pas, même si à chaque fois je refaisais un port, c'était juste pour éviter de transformer les choses in place. J'ai ajouté un ID pour être sûr d'avoir toujours l'ordre dans lequel étaient les lignes, parce que l'ordre peut avoir de l'importance. Et j'ai utilisé copy. Alors, ce n'est pas le copy SQL. J'ai utilisé PSQL et j'ai utilisé la métacommande de PSQL qui est /copy, qui a l'avantage de pouvoir prendre un fichier en local, alors que si j'avais utilisé le copy du SQL, j'aurais dû prendre un fichier distant sur le serveur. Ici, ça n'a pas trop d'importance puisque je suis en local sur mon laptop. J'ai appuyé le fichier .csv, je pourrais l'appeler comme je veux, hein, ça n'a aucune incidence. C'est juste que j'ai trouvé que vu que j'utilisais un outil qui est fait pour l'import de CSV, c'était plus joli de l'appeler CSV. Donc par exemple, ça c'est l'entrée exemple du premier jour de 2023. Donc j'ai mes différentes données qui sont dans exemple.csv. Un autre problème que j'ai eu, c'est qu'au bout d'un moment, forcément, moi, je ne réussis jamais du premier coup. Donc, il a fallu que je rende mon script idempotent pour pouvoir le rejouer plusieurs fois. Et j'avais un problème, c'est pour des raisons de performance. Je faisais du vacuum et de l'analyse, donc c'est une sorte de maintenance dans Postgres pour améliorer les performances. Et le souci, c'est que ces opérations ne peuvent pas être faites dans une transaction. Parce que sinon, l'idée, c'était je crée une transaction, et je rollback à la fin, et mon script est totalement idempotent. Mais vu que j'avais cette problématique de vacuuming et d'analyse, je ne pouvais pas le faire. Du coup, j'ai pris une autre option qui consiste à créer un schéma du nom du jour dans ma base de données AOC. Et ensuite, je fais un simple drop schema avec l'option cascading qui va supprimer tous les objets du schéma. Donc de cette manière, je suis tranquille, mon script est totalement idempotent. En termes de performance, il ne faut pas hésiter à utiliser toute la richesse des data types que fournit Postgres. Donc bien sûr, on a les nombres, on a les chaînes de caractères, on a les chaînes de bits qui peuvent être très très utiles. On a, là encore, oh, mais c'est pas vrai, ça fait 2 fois qu'on fait le coup. Bon, les plages de valeurs aussi, les types range en Postgres. Et ce que j'ai aussi beaucoup utilisé et que je ne m'attendais pas à utiliser dans Advent of Code, c'est les types de données géométriques, les points, les lignes, les polygones. Donc, comme j'ai dit que je n'utilisais pas d'extension, je n'ai pas utilisé PostGIS, qui est l'extension géographique de Postgres, mais déjà en natif, Postgres a des données géométriques qui permettent de faire des calculs, savoir si un point est dans un polygone, ce genre de choses. Donc, c'est déjà assez évolué. Ensuite, comme j'ai dit, j'ai fait du vacuum analyze pour récupérer les statistiques, pour mettre à jour les plages de visibilité sur mes données, etc. J'ai indexé quand c'était nécessaire, uniquement quand c'était nécessaire, parce que les indexations, si ça peut améliorer la lecture, ça ralentit l'écriture. Donc, par exemple, là, c'est un exemple d'un index multicolonne. Ici, c'est un index multicolonne sur des données géométriques. Donc, on voit le P de 1, en fait, c'est l'abscisse, et le P de 0, c'est l'ordonnée d'un point. Donc, ça m'a permis d'indexer, au lieu d'indexer le point, ce qui est compliqué parce que le point, c'est un type géométrique et les index, ça dépend des opérateurs, etc. C'était plus simple pour moi d'indexer des nombres en B-tree et du coup, c'est pour ça que j'ai décomposé les points. Donc, on peut considérer que ces P de 1 et P de 0, en fait, c'est des index fonctionnels c'est des fonctions du point. Et puis, j'ai aussi utilisé les index partiels. Donc, c'est des index avec une clause where qui permettent de n'indexer qu'une partie des données. Et ça peut être très, très puissant.
Alors, je ne veux pas vous parler des index, j'ai un talk de 45 minutes sur les index, rien que ça. Mais si vous êtes intéressé sur le sujet, lisez toute la partie index de la documentation de Postgres. Elle est vraiment très, très intéressante, c'est très complète. Alors, en termes d'outils, je vous ai parlé de PSQL, c'est un petit peu mon chouchou. C'est le seul client officiel du projet PostgreSQL. Et c'est pour moi le meilleur client SQL de Postgres. Il est super efficace, il est très léger, et vous allez le trouver sur n'importe quel serveur de prod quand il y a un problème à 2 h du matin. Donc si vous savez l'utiliser, c'est pas mal. Vous avez accès à des fonctionnalités comme l'autocomplétion, l'accès à les recherches dans l'historique de commandes, etc. Et vous avez aussi accès à des aides, comme ici, par exemple, si on fait /h create function, il nous sort toute la documentation de create function. Donc c'est quand même assez utile. Et après, on a toutes les méta-commandes de PSQL qui permettent de décrire les objets. Par exemple, ici, df, c'est describe function, et je lui demande de me donner des informations sur la fonction regAppSubst, qui est une fonction de regular expression en Postgres. Generate series. Alors, je ne sais pas si vous avez utilisé cette fonction. Elle permet de générer des séries, que ce soit du temps ou des nombres, à partir d'un point de début, d'un incrément et d'un point de fin. Enfin, d'un point de fin et d'un incrément. Donc ici, par exemple, je lui ai donné des valeurs min x et max x, et j'ai généré toutes les valeurs entre min x et max x. L'incrément qui n'est pas indiqué là, c'est comme c'est des nombres, c'est 1, tout simplement. Donc il m'a généré tous les nombres entre mon min et mon max, que ce soit pour x ou pour y. On peut utiliser ordinality pour garder en fait un ID en plus de generate series. Ça veut dire qu'on va avoir tous les nombres avec le step qui est fourni, etc. Mais on va avoir en même temps un ID pour nous dire dans quel ordre c'est. Ce qui m'a permis ensuite ici de faire, donc générer tous les nombres pairs entre 2 et 20. Non, tous les nombres impairs entre 1 et 20, puis tous les nombres pairs entre 2 et 20. Et avec l'ID, j'ai pu faire une jointure. Et j'ai pu associer un nombre avec son n plus 1. Alors oui, j'aurais pu prendre n et n plus 1. Comme je vous dis, je surcomplique les choses. Je m'en suis rendu compte après. Mais on voit l'utilisation de ordinality ici, qui permet de générer un index en plus de générer le nombre de la série. Les colonnes générées. Qu'est-ce que j'ai adoré les colonnes générées? Alors, les colonnes générées, c'est des colonnes qui se basent sur les valeurs d'autres colonnes de la même table. Alors, en théorie, on pourrait utiliser aussi des colonnes d'une autre table en utilisant une fonction, mais déjà, il faut que la fonction soit immutable et ça pose pas mal de problèmes. Et surtout, si vous essayez de faire un dump restore de cette table, étant donné qu'il ne connaît pas le lien entre la table et la fonction, vous pouvez avoir des erreurs. Donc, c'est largement déconseillé. Donc, la première chose, c'est comment générer un auto-incrément. Alors, les gens connaissent les séquences, les gens connaissent le type serial, mais peu de gens connaissent cette syntaxe, generated always as an identity. L'avantage de cette syntaxe, on va le voir après, c'est que si quelqu'un essaye manuellement d'insérer quelque chose dans la colonne ID, il va dire non, ça ne fait pas partie de, ce n'est pas l'identité, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc ici, par exemple, je me suis rendu compte que j'avais un problème, c'est que je devais générer des ID et ensuite, j'avais besoin de les changer. Pour ça, il faut utiliser le overriding system value qui permet de dire non, mais je suis sûr de ce que je fais. Effectivement, je suis en train de réécrire sur une colonne générée, mais c'est vraiment ce que je veux faire et donc je prends le droit de le faire. Et comme je vous disais que j'aimais beaucoup les colonnes générées, donc on voit qu'ici j'ai généré l'identity. Après, j'ai mon entrée qui vient de Advent of Code, donc ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc c'était un jeu de poker. Je récupère la main que j'ai
en faisant un reggae split to array, en prenant la première partie. En fait, c'était juste, j'avais une partie texte qui est la main, puis un espace et un nombre qui indiquait combien j'avais parié. Et ensuite, donc ça, je le fais avec des colonnes générées en lui disant, bah, voilà comment récupérer les valeurs. Et ensuite, je vais utiliser des nouvelles colonnes générées pour savoir combien j'ai de rois, combien j'ai d'as, de dames, de valets, etc. dans la main qu'on m'a fournie. Donc ça marche très 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 bien. Vraiment, les colonnes générées, si vous avez besoin à un moment d'un champ dont vous savez parfaitement, vous pouvez le calculer à partir d'une autre colonne et que vous voulez le stocker pour des raisons de performance, bien sûr, ne le stockez pas en vraie colonne classique parce que là, ce serait une violation des formes normales. Mais par contre, vous pouvez utiliser les colonnes générées. Alors, les expressions régulières. J'en ai utilisé énormément pour parser l'entrée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça avec Advent of God. Vous connaissez l'adage, on dit que quand on a un problème et qu'on doit le résoudre avec une expression régulière, en fait, on a 2 problèmes. Alors moi, j'avais 3 problèmes parce que j'ai aussi expliqué les expressions régulières à mon père, qui essayait de résoudre en même temps. Donc il m'appelait aussi pour dire oui, mais là, donc je vais aussi débugger ces expressions régulières. En Postgres, on peut faire des matchs d'expressions régulières avec les opérateurs tilde et tilde étoile, qui vont... Alors, tilde, c'est caisse insensitive, et tilde étoile, c'est caisse sensitive. Non, c'est l'inverse. Tilde, caisse sensitive, tilde étoile, caisse insensitive. Donc, ça permet, du coup, de faire un match dans une close where ou dans un select. Et ça répondra vrai ou faux. On a aussi la fonction regexLike, qui va vérifier justement si on a un match sur l'expression régulière. En fait, il y a énormément de fonctions dans Postgres pour gérer les expressions régulières. Donc, je les ai mises ici. Allez voir la documentation, c'est super puissant. Vous avez vu que pour calculer le nombre de rois qu'il y avait dans la main, j'ai utilisé regexcount. Celle que j'ai le plus utilisée aussi, c'est regexSplitToArray, qui permet de séparer une chaîne de caractères avec un séparateur en un tableau. Après, j'ai utilisé un petit peu de regexReplace aussi par certains moments pour modifier mes valeurs. On peut aussi utiliser regexMatches et là, il va renvoyer tous les résultats qui matchent l'expression régulière. Là, le regexcount, j'en ai déjà parlé, c'était pour compter le nombre de rois dans ma main. Et puis, j'ai découvert la clause filter. Donc, la clause filter, ça permet d'appliquer un filtre, donc une where clause, à une fonction d'agrégat. C'est très, très puissant. Ça permet, entre autres, de pivoter une table. Donc, vous savez, quand vous avez des lignes et que vous voulez des colonnes, ou l'inverse. La clause filter appliquée au count a un fonctionnement un peu particulier. Donc ça, c'est le count étoile avec le filter et la where condition. C'est la syntaxe à utiliser. C'est exactement équivalent à count, case, when, conditions, then, one, end. Vous avez déjà vu ça dans du code. En fait, normalement, en SQL, on devrait utiliser la clause filter pour ce genre de choses. Et ici, si on fait un test, par exemple, donc je génère tous les nombres entre 1 et 10, et je lui demande combien il y en a avec un count étoile, là il me dit qu'il y en a 10, et si je lui demande combien il y en a qui sont inférieurs strictement à 5, il me dit qu'il y en a 4. Voilà comment on peut faire des filtres sur des agrégats en SQL. Donc je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert cette fonctionnalité. Ici, je l'ai utilisé, enfin c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est pas mon code justement. Moi, mon code, il y avait 4 Common Table Expressions et il faisait 63 lignes pour résoudre ce challenge. Vic Fearing, qui est membre du comité SQL, qui est aussi membre de la communauté Postgres, a fait cette requête qui résout le problème en 8 lignes.
juste en utilisant la fonctionnalité filter. C'est comme ça que j'ai découvert cette fonctionnalité. Donc, j'ai déjà parlé des Common Table Expressions. Si vous ne connaissez pas, c'est tout ce qui commence par with. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en SQL. Si vous ne connaissez pas, regardez, c'est vraiment super puissant. Ça permet une meilleure lecture du code parce qu'au lieu d'avoir des sous-selects dans la clause from ou dans le select ou dans le where, ça permet de les exclure du code et de pouvoir s'y référer plus facilement. Ça permet aussi d'écrire plus facilement son code, c'est-à-dire qu'on commence par écrire le résultat qu'on veut, c'est comme ça que fonctionne le SQL, en disant j'aurai besoin à un moment de ce résultat-là, mais je vais faire comme si je l'avais déjà. Et après, on va pouvoir écrire la Common Table Expression pour récupérer ça. Il est parfaitement autorisé et même fortement conseillé de chaîner les Common Table Expressions les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'on peut appeler une Common Table Expression dans une autre. Les petits trucs auxquels il faut faire attention, il faut choisir des noms et choisissez-les bien, sachant qu'en SQL, on a énormément de mots en anglais qui sont des mots-clés. C'est pas simple. Il faut choisir des noms pour les colonnes de vos Common Table Expressions. Je vous recommande de le faire. Ça peut vous éviter des bugs où vous croyez qu'il y avait... que c'était telle colonne et en fait, c'est pas telle colonne parce que vous avez changé le code plusieurs fois, etc. Petite fun fact, si vous nommez que 3 colonnes dans votre CTI, mais qu'il y en a 4, la 4e existe avec le nom qu'il va sortir comme s'il avait le résultat de la requête. Et aussi, chose importante, donc très souvent en SQL, le mot-clé as n'est pas obligatoire, mais dans les Common Table Expressions, il est totalement obligatoire. Si vous ne le mettez pas, ça ne marchera pas. Donc là, on voit que j'ai fait 4 Common Table Expressions qui sont chaînées pour arriver à mon résultat à la fin. Après, je les ai nommés comme je voulais. C'est le cas que je vous ai dit où j'avais 63 lignes de code alors que Vic l'a fait en 8. Là, je ne vous ai pas mis l'intégralité des Common Table Expressions, mais j'avais quand même un résultat qui marchait, ce qui était quand même pour moi le principal. C'est aussi quelque chose que j'ai appris avec Advent of Code. Même si votre code n'est pas le plus élégant possible, ce qui compte, c'est la fin, quoi. La fin justifie les moyens. Vous avez un code moche, mais vous avez le bon résultat, vous ne cherchez pas plus loin. Sinon, vous n'avez pas fini. Les CTI récursifs, donc ça s'utilise avec le mot-clé récursif. Et ça permet d'itérer. Donc ici, j'ai fait un exemple très simple où on va prendre la somme des nombres entre 1 et 99 inclus. Donc, d'abord, comment ça se passe? On récupère... alors, values de 1, c'est exactement pareil que select 1. En fait, en SQL, on peut utiliser values pour sélectionner des constantes. On n'est pas obligé d'utiliser select. Vous l'avez certainement utilisé dans les inserts, mais on peut l'utiliser dans un select. C'est pas interdit. Ensuite, on utilise très souvent un union all. Alors, quand vous faites des unions, il y a de fortes chances qu'en fait vous vouliez faire des union all, parce que union, ce qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer les duplicats. Donc, c'est une opération qui nécessite un tri qui va être plus cher au niveau du processing. Donc, je vous conseille vraiment la plupart du temps de mettre un union all, à moins que vous voulez vraiment supprimer les données dupliquées. Et ensuite, je fais appel à mon expression, à ma Common Table Expression from t, et je fais un incrément sur la valeur n. Et puis je mets ma condition d'arrêt parce que sinon je pars sur une boucle infinie, n inférieur à 100. Et à la fin, je peux appeler la Common Table Expression récursive en lui disant je veux la somme de tous ces nombres. J'ai trouvé une autre manière de faire de la récursivité qui n'est pas aussi élégante, etc., mais qui me permettait, moi, avec la manière dont mon cerveau fonctionne, d'arriver plus facilement à ce que je voulais. Et je vais le faire sur exactement le même résultat, c'est-à-dire je veux calculer la somme des nombres entre 1 et 99. Donc ça se fait en 4 étapes. La première, c'est je crée une table. La deuxième, c'est je crée une procédure stockée qui va ajouter des données dans cette table. Je crée une requête qui va appeler la procédure stockée n fois, et ensuite j'utilise
la métacommande PSQL gexec, la métacommande gexec permet d'exécuter le résultat d'une requête. Donc on va voir à peu près ce que ça donne. Donc là, j'ai créé une table avec juste un entier n. Et je crée une procédure stockée qui prend juste n et qui rajoute une ligne dans ma table avec n plus 1. Et ensuite, je fais... Ah oui, je ne vous ai pas parlé des dollars démonstration dollars. En fait, en Postgres, on n'est pas obligé d'utiliser les cotes pour des chaînes de caractères. Et notamment, quand on fait le corps d'une procédure stockée ou d'une fonction, on ne le fait jamais. On utilise dollar, nom de la procédure stockée ou de la fonction dollar. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste une convention. Mais ça permet de délimiter une chaîne de caractères en Postgres. Et c'est bien plus efficace quand on a des apostrophes au milieu, ce genre de choses. Ça permet d'éviter d'échapper les quotes, etc. C'est assez pratique. Et donc là, c'est la même chose, sauf que j'ai utilisé $$ au lieu de $ démonstration $. On peut utiliser $ n'importe quelle chaîne de caractères qui peut même être vide, $ pour délimiter une chaîne de caractères. Donc ici, je fais un select de call démonstration, ma fonction, avec n, point virgule. Et je fais un generate series de n, et je fais le gexec qui va exécuter le résultat. Il y a juste un problème, c'est que ça va me générer 99 call procédure. Et ouais, je ne suis pas fan de voir 99 fois le même texte, ça ne m'apprend rien. Donc je rajoute un \set quiet on et \set quiet off, juste pour ne pas avoir de sortie à ce moment-là. Et du coup, ça me donne la somme des n entiers entre 1 et 99. Alors, ça peut paraître plus compliqué comme ça. Pour moi, ça permet de fonctionner un peu plus par étapes et c'est plus facile à mon cerveau de les écrire comme ça. Cette fonction, nullif, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du standard SQL. Ça faisait 15 ans que je cherchais à quoi elle servait. Donc, cette fonction, elle prend 2 arguments, et si l'argument 1 est égal à l'argument 2, elle renvoie nul. Sinon, elle renvoie l'argument 1. J'ai eu du mal à comprendre jusqu'à ce que j'ai besoin de faire Advent of Code. En fait, c'est super utile quand on a des données texte à importer et qu'on a un marqueur des données nulles. Si on a un marqueur des données nulles, on met argument 1 la valeur qu'on a dans notre entrée, et argument 2, on met le marqueur de nul. Et soit c'est le marqueur de nul, dans ce cas, il va insérer une donnée nulle dans la table, soit il va renvoyer l'argument 1. Donc c'est exactement ce que veut, c'est ce qui permet de mettre en place de dire, bah là, il y avait une valeur nulle en fait. Donc là, par exemple, j'ai utilisé ça parce que quand l'elf est égal à un espace, ça voulait dire qu'il n'y avait pas d'elf. Donc il fallait mettre null. Les commentaires. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mettre des commentaires dans le SQL. C'est une erreur. Le SQL, ça reste du langage de programmation. Donc, on l'écrit correctement avec des commentaires, avec des sauts de ligne, pas plus d'une chose par ligne, etc., avec des indentations. Enfin, on essaye de faire comme si c'était du code, parce que c'est du code, et qu'un jour, on aura peut-être besoin de le maintenir, et ce sera peut-être nous. Donc, autant bien l'écrire. Le SQL, c'est un langage qui, normalement, se lit naturellement en anglais. C'était le but au départ. Alors, ça a un peu dévié, mais il ne faut pas hésiter à écrire ce qu'on veut faire. Parce que contrairement aux autres langages de programmation, en SQL, on ne va pas lui dire comment faire. On va lui faire confiance sur le comment faire. Par contre, il faut lui expliquer ce qu'on veut. Et c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'on veut. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire des tartines de commentaires juste pour clarifier sa pensée et arriver à comprendre ce qu'on veut. Donc ici, par exemple, j'ai un commentaire assez long qui voit que, d'ailleurs, j'ai discuté avec mon papa sur ce challenge, mais ça m'a permis de clarifier ce que je voulais faire et comment y arriver. Maintenant,
beaucoup de gens m'ont demandé, mais comment tu as appris? Parce que s'il y a une fonctionnalité dont on ne sait pas qu'elle existe, comment on la découvre? Alors, première chose, et je suis désolée de le faire, mais RTFM, personne n'est mort en lisant la documentation Postgres à ma connaissance. Donc, lisez la doc, vraiment. Je disais l'autre jour à un copain que je ne sais pas si je serais autant une experte Postgres si les autres lisaient la doc, en fait. C'est vraiment, la documentation Postgres est extrêmement complète. Il y a énormément de choses. J'ai tout un talk aussi sur la documentation Postgres et comment l'aborder. Mais c'est vraiment très, très, très riche. C'est un livre, en fait. Une autre chose que je fais, c'est je lis le code des autres. Une fois que j'ai résolu mon challenge, parce que je ne veux pas me spoiler, mais je lis ce que les autres ont fait. Donc là, j'ai mis 4 liens de 4 personnes qui ont résolu aussi en SQL Advent of Code. Alors, tous avec Postgres, parce que je ne connais pas des gens qui le font avec un autre RDBMS, mais du coup, moi, ça va, puisque c'est Postgres. Ils n'utilisent pas tous les mêmes règles du jeu que moi. Je sais que Ryan utilise des extensions. Je sais que Vic décide de tout faire avec une seule requête et en standard SQL. Je crois que Fake le fait en standard SQL aussi. Et Greg utilise les extensions aussi. Donc, les règles du jeu varient, mais globalement, ça permet d'apprendre des choses. Et par contre, lire le code sans avoir essayé ou au moins lu l'énoncé, pour moi, ça n'a pas de sens. On ne va pas vraiment apprendre si on ne s'est pas un petit peu cassé la tête dessus au moins 10-15 minutes. Autre chose qui marche très bien, c'est discuter avec d'autres. Donc, moi, j'ai dit, j'en ai parlé avec mon papa, qui est à la retraite, donc il a beaucoup de temps. J'en ai parlé aussi avec des collègues, j'en ai parlé avec des amis. J'étais dans des réseaux professionnels où on a fait des leaderboards pour se challenger un petit peu, sachant que pour moi, déjà, réussir à avoir la moitié des étoiles, c'est déjà top. Il ne faut pas se mettre des objectifs. Moi, je veux les 50 étoiles. Oui, ça va être compliqué. J'en ai parlé aussi avec ma fille, ma grande, elle a fait un petit peu en Python, elle en a résolu 4. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et du coup, oui, ça a fait des discussions sur comment résoudre ce genre de problème, etc. Donc, pour résumer, l'Advent of Code, le but, c'est que ce soit fun, vraiment. Donc, amusez-vous. Si c'est pas fun, arrêtez. Ça sert à rien. Le but, c'est vraiment de s'amuser et éventuellement d'apprendre, mais pour moi, c'est pas la finalité première. Ne vous mettez pas trop la pression. Si vous réussissez pas, c'est pas grave. Il y a plein de gens dans le monde qui essayent même pas parce qu'ils ont peur de pas réussir. Donc déjà, vous êtes au-delà si vous essayez. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas grave si votre code il est pas super beau. Moi, j'ai laissé mes 4 cities et 63 lignes de code alors que j'avais la solution de Vic en 8 lignes. C'est pas grave. C'est ma manière de faire et ça a marché et j'ai eu mon étoile. Donc c'est ça qui compte. Sur les slides annotés, je vous ai mis un lien vers mon GitLab avec mes solutions. Alors, c'est mes solutions qui ne sont pas extraordinaires, qui ne sont pas brillantes, mais qui ont l'avantage de marcher. Et pour finir, j'ai un petit cadeau pour vous. Il y a une loterie pour gagner le Postgres 16 Administration Cookbook qui a été écrit par mes collègues et amis de EDB et de la communauté Postgres. C'est un excellent livre qui est structuré en recettes. C'est-à-dire, vous avez un problème, on vous donne la recette pour résoudre ce problème. Je l'ai déjà distribué en février. J'ai déjà fait une loterie. Je me le suis acheté quand je l'ai vu et je le repropose ici. Donc, entrez dans la loterie et vous pourrez gagner un exemplaire de ce livre qui est exceptionnel. Et on a 5 minutes pour les questions. Merci.
Bonjour. Combien Bonjour. de temps tu y passes pour résoudre un challenge alors, de ceux qui sont faciles jusqu'à ceux qui sont difficiles avec du Postgre? Alors, Postgres. Postgres, tu m'as déjà repris en plus. Alors, pour les tout premiers, ça dépend des années, mais en 2022, les premiers, j'ai mis 10 minutes. En 2023, la deuxième étoile du premier jour, j'ai mis 4 à 6 heures. Ça dépend vraiment de la difficulté. Il y a des problèmes qui sont plus faciles à résoudre en SQL que d'autres, hein, tout simplement. Et comme j'ai dit, ouais, le Tetris, il m'a pris 15 jours. Mais j'ai réussi, donc je suis assez fière de moi. Alors oui, ça demande du temps. Je l'avais pas dit, mais ouais, ça veut dire que peut-être au lieu de regarder une série ou un film le soir, vous allez coder. Mais c'est fun. Bonjour, merci pour la présentation. Est-ce que ce que tu as appris dans Advent of Code te sert dans la vie de tous les jours? Ou est-ce que c'est vraiment trop spécifique? Non. Alors après, moi, la grosse différence, c'est que j'ai pas de prod. Moi, j'interviens soit en avant-vente pour faire des présentations auprès des clients, soit au niveau de la formation des consultants, du support, des TAM, et des CSM, ou sinon j'interviens en expertise très pointue chez certains clients qui ont des problèmes. Mais comme j'ai pas de prod, je ne peux pas mettre ça en œuvre. Et ça m'est arrivé 2-3 fois que je réécrive des requêtes qui avaient été particulièrement mal écrites, notamment par des ORM. Mais des choses aussi pointues que ça, non, je ne les mets pas du tout en œuvre. Après, moi, je considère que le muscle, c'est aussi un cerveau. Le cerveau, c'est aussi un muscle. Pardon. Et du coup, ça s'entraîne. Et c'est en faisant ce genre de choses qu'après, je peux être plus efficace sur des choses qui n'ont rien à voir, mais mon cerveau est habitué à chercher d'autres manières de résoudre le problème que la manière qui paraît la plus simple, mais qui tape dans un mur. Donc je vois ça comme ça. Du coup, ma question tombe à l'eau. Je me demandais pourquoi d'année en année, tu continuais à faire le challenge. Et du coup, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne l'a jamais fait pour qu'il se lance? Alors, la première chose, c'est je continue à le faire parce que c'est fun. Comme j'ai dit, si vous ne vous amusez pas en faisant ce challenge, arrêtez. C'est pas la peine. La vie est assez courte pour que vous utilisiez votre temps libre pour faire que des choses amusantes. Ça, c'est la première chose. Et j'ai oublié le... Qu'est-ce qui vaudrait le coup de se lancer? Alors, si le problème c'est j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur d'échouer, de toute façon vous allez échouer, donc tout va bien. L'idée c'est que c'est comme sauter dans une piscine, sauf que vous n'avez pas le risque de vous noyer et vous ne savez pas nager, mais vous allez apprendre. Donc moi je trouve, la seule raison pour laquelle il faut le faire, c'est vraiment il faut que ce soit amusant. C'est pas pour je vais apprendre un truc. Alors si pour apprendre un nouveau langage peut-être, mais que les premiers challenges du coup. Parce qu'après, ça devient, ça n'a pas de sens. Mais sinon, en fait, je trouve que c'est toute la beauté du fait d'être humain, c'est-à-dire qu'on fait des choses totalement inutiles. Donc oui, je lis de la poésie, c'est totalement inutile, mais je résous Advent of Code en SQL, c'est totalement inutile, mais c'est beau. Bonjour, merci pour la présentation. Oui. Tu disais que tu avais l'habitude de faire des allers-retours, en fait, aller lire le code et revenir régler, en fait, les exécutions du jeu. Alors, ma question, est-ce qu'à force de coder, est-ce que tu évites maintenant d'aller lire la doc tout le temps? Et sinon, est-ce qu'il y a vraiment un moyen de devenir aussi bon et éviter d'aller tout le temps revoir la doc? Alors, je ne considère pas que c'est un manque d'efficacité d'aller voir la doc, au contraire. J'ai gagné beaucoup de temps en allant voir la doc plutôt que de faire confiance à mon cerveau qui est défaillant puisque je suis plus toute jeune. Franchement, non, je continue toujours à aller voir la doc et encore en préparant la conf, je suis allée voir la doc et encore, enfin, c'est toujours quelque chose que je continue à faire.
régulièrement. Et non, ça n'imprime pas parce que imprimer tous les cas de figure et tous les nombres de paramètres possibles de regex instr que j'utilise une fois par an quand je fais Advent of Code, ça n'a pas vraiment de sens pour mon cerveau. Bonjour. Bonjour. Je suis curieuse de savoir pourquoi, pour apprendre un nouveau langage, c'est plutôt intéressant de rester sur les premiers challenges. Est-ce que c'est parce que c'est trop poussé, ça demande trop de recherche? Je pense qu'après, la difficulté, elle n'est pas dans le langage. Après, la difficulté, elle est d'en trouver l'algorithme. Enfin, pour les langages, pas comme le SQL où il faut juste dire ce qu'on veut, mais les langages où il va falloir écrire l'algorithme. Et du coup, la difficulté, elle sera la même, quel que soit le type de langage. Donc c'est pour ça que c'est mon point de vue. Après, il y a des gens qui vont peut-être être contre. Je sais qu'il y a des gens qui... Peter Eisentraut, l'année dernière, a fait tout le challenge en 2022 avec un langage différent par jour. Juste pour le fun. Mais il est membre de Accor Team Postgres et contributeur majeur. Donc, je prends les questions après. Merci beaucoup.